à ce Stop Covid-19, vous le savez, elle s'est installée chez nous, précisément à Kinshasa et aussi dans 5 autres provinces de la République démocratique du Congo. Kinshasa qui demeure l'épicentre où 31 zones de santé sur les 35 sont touchées par cette maladie. Mais il faut apprendre à vivre avec ces virus parce qu'on en a encore pour longtemps. Comment est-ce que les familles devraient se préparer à vivre avec la Covid-19 et assurer le bien-être familial? C'est la question phare que nous voulons poser à Dr Delphin Kachelewa. Il est communicateur en santé, précisément chargé des plaidoyers et de communication à l'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable. Bienvenue à vous. Merci Julie. Bonjour à tous les téléspectateurs. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Oui, c'est bien partagé. D'abord, comment vous vous préparez au déconfinement? Ça va être familial. Effectivement, avant de parler du déconfinement familial, d'abord comment on a géré ces moments de confinement. Pas de manière individuelle, mais je prends dans le cadre familial, parce que le cadre dans lequel nous parlons, c'est pour le bien-être familial. Et puis les gens sortent à peine, ils sont plus en famille pour les rares fois. Exactement. Les familles se reconstituent. Vous vous rendrez compte que le confinement, d'abord, de manière générale, il a été, à notre observation, teinté de peur. C'est ce qui a retenu les gens à la maison. Ce n'est pas parce qu'ils étaient convaincus, mais plutôt par contre ils avaient peur. Ouais. Ça c'est le petit survey, le petit sondage qu'on a eu à faire. Beaucoup de gens ont accepté de rester à la maison par peur de mourir que par compréhension du danger. On mourait quand même à 10%, voire même 11%, ça faisait peur. Est-il qu'épidémiologiquement parlant, nous acceptons pratiquement le bulletin que nous présente le comité chaque fois. C'est ce qui fait à ce que les gens aient peur au lieu de comprendre le problème de la maladie. Parce qu'ils s'attachent aux chiffres, de fois peut-être communiquer de manière un peu à créer de confusion. Ça, c'est une réalité, parce que nous sommes dans la communauté. Et surtout qu'avec le bien-être familial, nous étions obligés de continuer à offrir les services de santé de la reproduction. Ouais. Et en échangeant avec la communauté directe, vous comprenez que la perception de la maladie, même du confinement, était un tout petit peu moins bonne que celle qui s'est faite sous d'autres cieux. Ouais. Alors, est-ce le problème de la communication autour de cette pandémie? Est-ce le problème de la façon de gérer? Là, on ne sait pas. Mais il y a quand même deux questions. Lorsqu'on présente des tableaux aux gens sans légende, ça pose déjà un problème d'interprétation quelque part. Les gens ne comprenaient pas lorsqu'on dit ceux-ci sont en bonne évolution, ils s'attendaient tout de suite à ce qu'ils soient relâchés. Nous sommes dans plusieurs réseaux de jeunes qui communiquent avec nous au sein de l'ABEF. J'ai eu quelques questions d'un jeune statisticien qui n'est même pas médecin, ni épidémiologiste. Il me pose la question. Docteur, on nous a dit qu'il y a 1837 cas aujourd'hui et qu'il y a 1200 qui sont en bonne évolution. Il y a 303 qui sont guéris. Il y a 60 plus un cas probable qui serait décédé. Oui. Alors, si on fait la sommation de tous ces cas-là, il y a un gap qui reste de 300 et quelques malades. Où se situent ces 300 et quelques malades? La question que les jeunes gens posent, quand on dit en bonne évolution, sont-ils en hospitalisation? Sont-ils en quarantaine à la maison? Et cela fait assez que ça crée une curiosité. Ceux qui sont situés nulle part, entre les cumuls, le décès, les bonnes évolutions, le guéri, il y a toujours un gap. Oui. Où sont ces gens-là? À l'hôpital? En quel état? Cela fait à ce que l'information ou la communication qui passe autour de ça rassure la communauté, rassure la société afin qu'elle participe. Alors le flou qui entoure cette façon de communiquer fait à ce que nous avions remarqué, nous, quand je dis nous, ABEF, dans l'offre des services de planification familiale, lutte contre les violences sexuelles, accès aux jeunes à la santé de la reproduction, nous avons rencontré certaines questions qui ont fait à ce qu'il y ait certaines barrières d'acceptation. Oui, mais en passant, comment se gère la santé sexuelle et reproductive en famille? Nous voulons opposer la situation de Kinshasa, par exemple, avec la situation de déplacés internes, parce qu'il y a des familles comme ça où l'homme se retrouve dans une province, la femme dans l'autre, parce que muté ou en voyage et tout, comment ça se gère? On a des cas pareils, nous avons reçu plusieurs femmes
qui sont enceintes, dont le mari était en mission de service et que le confinement l'a trouvé à distance. Et c'est ABEF qui prend en charge. En fait, ça se gère comment? Pour toute personne qui a besoin des services de planification familiale, des services de santé de la reproduction, santé sexuelle de la reproduction, ABEF est resté disponible. Nous n'avions pas fermé nos cliniques, nos centres de prestations sont restés ouverts. Et les services ont été offerts, ont continué à être offerts en respectant les mesures barrières. Vous trouverez qu'il y a les thermomètres à laser, il y a le port de masque obligatoire, mais il y a certains problèmes qu'on a dû remarquer, c'est l'hypocrisie qui s'est créée dans les jeunes, par rapport à l'accès aux services de santé de la reproduction, du fait qu'ils sont régulièrement à la maison avec leurs parents. Comment sortir, comment s'approvisionner. Comment s'approvisionner en préservatif, comment s'approvisionner en produits contraceptifs, comment s'approvisionner en conseils, parce qu'il n'y a pas seulement que ça, il y a aussi les notions d'éducation sexuelle complète que le jeune était en train d'apprendre. Parce que nous avons... Parce que aussi les parents font fi de ça. Ils font semblant. Ils font semblant, ils ne pensent pas que leurs enfants ont déjà atteint l'âge. C'est devenu comme une maladie. Le parent pense que son enfant qui avait 17 ans l'année passée a encore 17 ans aujourd'hui. Il comprend que mon fils Patrick est toujours le Patrick d'hier. Or, Patrick a grandi. Il a découvert de nouvelles choses. Il faut discuter avec lui, échanger avec Julie, échanger avec Gina, parler. Maintenant, en fait, il se peut que les parents ont adopté un comportement qui ne donne plus l'accès aux enfants. Et les enfants s'approvisionner en information ailleurs. Bon, la bonne information, nous pensons que ABEF est une organisation très mieux implantée dans le pays et respectant le principe du programme de santé de la reproduction, de l'adolescence. Ils sont providers, ils sont informés régulièrement en cette matière. Mais avec ces confinements, nous n'avons plus utilisé que les réseaux sociaux. Les jeunes ont posé des questions, comme tant d'autres, et sur Facebook, sur Twitter, ils ont posé tant de questions auxquelles nous avons répondu en orientant. Mais un seul défi qui est resté, c'est comment leur donner ce dont ils ont besoin en matière de santé de la reproduction. Parce que ça constitue un besoin. Quelqu'un qui peut dire, mais non, ils sont jeunes, mais aujourd'hui, nous avons des cas de jeunes qui disent, mais écoutez, je suis enceinte de 3 mois, mais je ne connais pas la personne parce que ce jour-là, elle portait le masque. Oui, on a un cas comme ça. Une fille qui dit, mais écoutez, je ne connais pas l'auteur parce qu'il a porté le masque. Est-ce que ça aussi, c'était prévu qu'on passe aussi à ces actes-là tout en gardant son masque? Ah oui, c'est des préventions. D'abord, vous savez que c'est quand il y a un contact avec le fluide de la personne malade que vous contactez ce virus et qu'il entre en vous et qu'il fait ce qu'il peut faire, ce qu'il peut faire. Alors, s'il arrivait un couple qui est ensemble, on s'est rendu compte que d'une manière ou d'une autre, si vous êtes contaminé dans votre maison, si ce n'est pas découvert à temps, votre quarantaine ne servira à rien parce que vous aurez déjà contaminé tout le monde. Mais imaginez-vous quelqu'un, bon, ce n'est pas du jour au lendemain et le test n'est pas toujours à la portée de tout le monde. La communauté n'est pas sensibilisée à se faire dépister systématiquement. Ici, il faut attendre qu'il y ait l'apparition de tel ou tel autre signe. Nous comprenons peut-être que l'équipe de riposte n'a pas été bien préparée à avoir tous les matériels nécessaires, comme on le voit ailleurs. Le dépistage est devenu systématique dans les lieux de parking, sur les arrêts de bus, par-ci, par-là. Nous, on a à peine 50 000 tests qui sont arrivés. Ça fait 25 pipettes par carton, donc il y a 1 million à peine. Imaginez-vous, par contre, dans d'autres pays, c'est maintenant le 50 à 70 000 tests par jour. Donc, nous sommes encore un peu loin. Alors, imaginez dans des circonstances comme ça, demander à un mari, à un homme qui aime son épouse, de garder 2 semaines sans aucun signe. C'est compliqué. C'est même qui a entraîné certaines plaintes du genre, je ne me repose plus depuis qu'il est en confinement, je n'ai plus rien d'autre à faire. On a eu des plaintes comme ça. Il y a même de ce mari aussi qui se plaignent, que je ne sais plus respirer. Voilà. Alors, ça n'a pas été autorisé, mais ça a été demandé seulement que chacun mette les mesures barrières pour ne pas contaminer l'autre. S'il y a un masque, voilà, quelqu'un peut jurer de cela. Parce que de toute façon, mais les mains qui touchent à tout, il faut commencer par les laver. Exactement, c'est ça. Quand on dit les mesures barrières, mais pourquoi on ne refuse pas de manger à table avec quelqu'un quand on lave les mains, on se désinfecte et on peut avoir son masque, mais voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que s'il y a un couple qui s'aime dans une maison et que l'une des personnes est touchée, il y a 80% de chances que l'autre soit touché. Parce que le jour qu'on va découvrir cette maladie, c'est que sûrement la période d'incubation
qui tombe à pic avec la période de contamination aurait déjà permis à ce que l'autre soit aussi contaminé. C'est ainsi que nous avons pris des stratégies qui ont fait à ce que, au lieu de créer un frein, et que ça ne crée pas les viols qui se sont manifestés depuis un temps, des oncles qui sont tombés sur les nièces, les tantes qui sont tombées sur ceci. On a essayé de voir les mesures qui pouvaient accompagner cette vie conjugale harmonieuse. En prodiguant des conseils, en demandant de respecter les mesures de distanciation sociale, bon, les mesures barrières, et que la distanciation peut être à ce qui concerne les organes contaminateurs. Ok. Voilà, un peu de manière générale comment on a essayé de voir. Mais par rapport aux jeunes, c'est resté un défi, ainsi que nous continuons à les inviter à poser toutes leurs questions sur la page Facebook de ABEF, sur le compte Twitter de ABEF. Nous sommes disponibles à répondre parce qu'on sait que c'est un défi. Imaginez-vous, aujourd'hui, les filles sollicitent les avortements clandestins. Parce que, voilà, elle s'est rendue compte qu'elle est tombée enceinte pendant la période de confinement. Il y a un cousin qui était chez lui, chez elle plutôt. Alors tout ça, ABEF est disponible à offrir ses services, à prodiguer ses conseils et accompagner cet aspect de la lutte que l'équipe n'avait pas préparé. Exactement. Voilà, malheureusement, c'est quand même un cas délicat, particulier. Vous parlez tout à l'heure de la période de l'incubation qui pouvait coïncider avec le pic. Mais visiblement, en RDC, on a frôlé cette période contrairement aux annonces. En fait, on sait que la RDC, côté recherche, nous sommes encore bas. Là, il faut le reconnaître, nous sommes sincères, nous ne sommes pas encore très avancés. Nous nageons dans les estimations statistiques épidémiologiques. Il y a plusieurs professeurs, plusieurs centres de recherche, plusieurs grands de la science, médecine, qui ont essayé de démontrer à quoi l'Afrique a eu de la chance. Comment l'Afrique a eu de la chance de ne pas frôler le pic comme d'autres pays. Il se pourrait que tout se résume dans l'écosystème. Et tout se résumerait dans le fait que le paludisme étant une pandémie, une épidémie disponible en Afrique et que la prise... Donc il y a des similitudes dans ce sens-là. Mais cela ne nous exclut pas. La tuberculose. Bon, tout ça, ça entre en jeu, le BCG, tout ça. Bien sûr, mais cela, il faut que ce soit démontré effectivement. Ce ne sont que des suppositions. Là où la science de l'homme s'arrête, les suppositions entrent. Alors, nous ne sommes pas à l'abri totalement jusqu'à présent. Parce que la preuve est que, quoi qu'on n'a pas atteint le pic de la façon qu'on s'y attendait, mais aujourd'hui, on est à 1800 et quelques. Oui, on est à 5 provinces. Kinshasa qui bat le record. Et nous sommes à 1830 quelques. Zones sur 35. Quelqu'un me fait rire ce matin, il me dit, mais aujourd'hui, Covid est en train de faire la course avec le dollar. On va voir qui va atteindre la barre de 2000 avant l'autre. Voilà, ça c'est une façon de rire. En fait, on se rend compte que nous ne sommes pas encore à l'abri. Nous ne sommes pas encore à l'abri. Rappelez-vous de mon tout premier terme lorsqu'on a parlé Covid. La RDC, tout le monde devrait s'accommoder. Et s'accommoder, c'est-à-dire faire avec en évitant le pire. Là. Vraiment, on est en train d'arriver là. Est-ce que le bout du tunnel est déjà vu? On veut nous apprendre à vivre avec, mais il faut commencer à déconfiner petit à petit parce qu'on ne va pas tout tuer, l'école, l'économie, il n'y a plus rien qui marche, alors que Covid va continuer à demeurer avec nous. En plus, on a la chance de l'avoir quand même en forme assez bénigne. Mais basant sur le propos du professeur Mouyembe, le maître, sur RFI. Si des gens peuvent guérir à plus de 85% avec de l'eau. Déjà ça c'est connu de tous que la grippe entraîne tout ce qu'elle peut entraîner. Et que sa gravité, c'est la comorbidité et les conditions environnantes. Ça c'est connu de tout celui qui a fait de la médecine. Peut-être que la peur qu'il y a eu, c'était le manque d'assurance dans la communication. Vous savez, quand un peuple est impliqué dans la lutte, même si l'adversaire est plus fort, comment on peut le vaincre? Alors, s'il arrivait que la communication se fait comme si c'était à une classe qu'elle est faite, les autres qui s'appellent communs des mortels, qui ne sont pas du domaine, pensent que c'est deux mystères. Et pourtant, le prof l'a bien dit, à 85%, comme l'aurait dit aussi le docteur Michel Mouvoudi, c'est l'un de nos encadreurs, et un épidémiologiste aussi, il aurait dit à 85%, quelqu'un peut contacter ces virus et l'immunité peut déjà lui permettre de résister. Mais justement, certaines sources nous renseignaient déjà allant dans ce sens-là, mais apparemment les experts congolais ou ceux qui gèrent la riposte n'étaient pas d'accord. Était-ce une façon de renvoyer une certaine psychose à créer dans la population pour enfin aboutir à ce que d'aucuns aujourd'hui appellent la communication démystifiée?
Vous savez, l'arme que l'Occident a utilisée pour mystifier cette pandémie, c'était la communication. On vous parle des personnes atteintes, on vous parle des personnes prises en charge, même celles qui sont sous respirateur. Oui. Et cette réalité occidentale a mis une psychose en Afrique, en RDC, sans qu'on ne puisse palper cette réalité. Et nous, on a copié. Quelqu'un me fait rire, il me dit, de mais écoutez, les gens malades du Covid d'autres pays sont sous respirateur. Mais les gens malades du Covid en RDC réclament la bouffe au président de la République. Ouais. Ça, c'était une façon de rire. Mais c'est une communication. C'est-à-dire, il y a une contradiction. Il y a une contradiction. Est-il que, voilà, s'il fallait que l'équipe des ripostes amplifie une communication appelant à la participation des communautés. Comment je dis ça? Chaque rue est gérée par quelqu'un. Chaque quartier est géré par quelqu'un. Dans chaque commune, chaque zone de santé, il y a des relais communautaires. Les personnes en qui les communautés ont foi et confiance. Ils sont les premiers qui sont à la ligne d'attaque lors des vaccins, lors de toutes les maladies. Pourquoi les mettre de côté? Mais c'est au plus... Parce qu'eux, ils ont le langage du commun des mortels. Si ces gens-là, comme Abef l'a fait avec les DBC, au-delà des informations relatives à la santé sexuelle et la reproduction, nous avons essayé d'ajouter la protection, la lutte contre le Covid. Ainsi, la communauté n'attend pas que Dr Delphin, chargé de communication, passe à la télé, mais ils ont déjà l'information à partir de leur personne de confiance, qui est le DBC. Ainsi, ça serait le même cas avec le relais communautaire, parce que ce sont eux que les mamans écoutent pour les vaccinations, ce sont eux que les mamans écoutent pour les autres pandémies et autres maladies. Alors, s'il faut se limiter au niveau de médias, au niveau des télés, des radios et en français, ça pose des problèmes très sérieux et ça fait assez que la communauté dit non, ça c'est une maladie des riches. Et pourtant, cette grippe peut attraper tout le monde. Et avec une comorbidité, cas de diabète, asthme, insuffisance cardiaque et toutes les autres pandémies, cancer et autres, toutes les autres maladies plutôt, ça peut entraîner une morbidité, une mortalité fatale par rapport à notre pays. Nous, chez qui la maladie est guérie à plus de 85% parce qu'on peut prendre de l'eau. Encore, on ne nous a pas dit il s'agissait de quelle eau. Certains posent des questions dans ce sens, ça peut pourrir, mais il s'agissait de l'eau potable pour dire que la forme est si bénigne. Mais nous avons quand même 37 experts en matière de l'épidémie envoyés pour partager l'expérience ailleurs. Mais nous, on reçoit 12 Chinois. Comment vous l'analysez? Comment vous le comprenez? Je voudrais bien un tout petit peu faire un break sur l'aspect l'eau. Le professeur Mouyembe, en disant l'eau, c'était une forme imagée pour dire que même avec le thé chaud, même avec quelque chose de très simple, quelqu'un qui a une bonne immunité peut juguler, peut contenir ces virus et le broyer. Et vous pensez que le commun des mortels serait entré dans son imaginaire pour appréhender ça? Bon, je ne pense pas que tout le monde a compris ça, parce que l'aspect l'eau, j'ai entendu ça déjà plusieurs fois. Quand tu passes en route, ah docteur, comment vous allez? Nous, on met la maille. Nous buvons maintenant l'eau parce que ça a été dit à la radio. Et les personnes, des fois, ne respectent même plus les mesures, parce que moi, je peux en avoir avec capacité de contenir dans mon corps. Mais si je salue Julie, je ne respecte pas les mesures de distanciation sociale. Elle peut avoir une comorbidité et je la contamine. Alors, par rapport à cet aspect, donc l'eau, c'était une façon, à mon avis, c'était une façon de dire que déjà avec votre propre immunité, vous pouvez contenir ces virus. Les échanges qui ont eu entre la Chine et la RDC, c'est vrai, nous avons tous appris qu'il y aurait une équipe du côté technique qui venait de la Chine. Ouais. Pour appuyer, on les a vus aussi à la télé, pour appuyer la riposte en RDC. Et que quelques temps après, c'est l'équipe des experts de la RDC qui vont dans d'autres pays. C'est une bonne image qu'on est en train de vendre. C'est une très très bonne chose. Mais est-il que là, on doit signaler, si on fait un dépistage systématique aujourd'hui, Julien, je t'informe que nous sommes au-delà de 5000 cas. Si on fait vraiment un dépistage systématique. On a beaucoup de gens qui sont malades. Mais toutes ces personnes-là sont en train de contenir ça. Mais la question, la réflexion qu'on voudrait bien avoir, qu'est-ce qui a évolué en RDC? Qu'est-ce qu'on a maîtrisé ici qui ferait à ce que l'expérience soit
exporter? Qu'est-ce qui va être vendu? Je crois que nos experts, c'est beaucoup plus ceux qui ont travaillé sur Ebola. Parce qu'apparemment, pour Covid, bon, évidemment, les experts vous diront ça tâtonne partout et à forcera en République démocratique du Congo. Bon, vous savez, Julie, à mon avis, à mon humble avis, même quand on a fait venir le docteur Mouniangui, c'est parce qu'il avait quelque chose que la RDC n'avait pas à vendre. Ça, c'est à mon humble avis, ma réflexion. Mais là, je me dis, si les experts chinois sont venus ici, c'est peut-être parce que ça a commencé chez eux et qu'ils ont eu l'expérience à venir revendre ici chez nous. C'est comme ça qu'on a justifié leur présence. Alors, les experts congolais, je suis très content de nos compétences. Qu'est-ce qui a évolué en RDC? Qu'est-ce qu'on a à aller vendre ailleurs? Parce que jusque-là, ça tâtonne encore un peu. S'il faut être franc, je suis de la communauté. Je suis dans la communauté. Je suis aussi une communauté. Ça tâtonne encore. Des mesures non respectées. Donc, mais les expériences là qu'on va amener ailleurs, seraient lesquelles? Bon, je suppose peut-être que d'autres pays ont encore un niveau trop down par rapport à la RDC et on appuie cette expertise. Mais moi je pense, même ceux qui lisent le Coran ou la Bible, ils vous diront que il y a le Créateur qui a demandé que ça commence d'abord à Jérusalem avant d'aller ailleurs. Donc c'est cette réflexion qu'on voudrait aussi faire réfléchir le pays, que ce ne soit pas seulement par, par cette chaleur de vouloir aussi faire. Parce que vouloir aussi, c'est copier. Or, qui copie perd son temps. Donc, c'est cette réflexion qu'on voudrait bien peut-être à l'équipe des ripostes de revoir. Si cette expertise peut être au profit de la RDC, dans un premier temps, parce qu'on n'en a pas encore assez. C'est cette réflexion qu'on voulait aussi mener là-dessus, cher Julien. On a quand même noté assez de contradictions dans le chef de ceux qui gère la riposte, parce qu'on a quand même la task force qu'on entend à peine, il y a le ministère de la Santé, et puis il y a le comité multisectoriel de riposte. Mouyembe qui à un moment demandait à ce qu'il y ait couvre-feu. Évidemment, certains l'avaient mal compris parce qu'on ne sentait pas tout de suite qu'il avait qualité en tant que scientifique de proposer cela. Peut-être qu'il ne voyait pas l'aspect sécuritaire et tout ça. Ça n'a pas été possible. Il proposait le confinement total, chose qui ne sera jamais arrivée. Mais maintenant, là où aussi l'opinion continue à se poser des questions, c'est la même riposte qui vous dit on va atteindre le pic. La montée va être exponentielle. Et puis qui revient pour vous dire non, on atteint plus le pic, on passe. Comment ça se fait? Il arrive deux fois que la nature déjoue les prédictions de la science. J'essaie de comprendre particulièrement le professeur. Lui, en tant que scientifique, médecin scientifique, chercheur, je pense vraiment certains aspects politiques ou des communications vraiment doivent nous être un tout petit peu épargnés du fait que lui, il exprime ce qu'il connaît de la science. Quand il a parlé peut-être de couvre-feu, lui, il ne voyait pas le couvre-feu sécuritaire. Lui voyait par contre les saluts ou la protection des communautés. Moi, j'essaie de les comprendre. Est-il que peut-être ça se faire entourer de ceux qui maîtrisent les aspects sécuritaires en cas de couvre-feu? Ça, c'est le premier élément. Mais non, par rapport aux prédictions du genre on aurait atteint le pic exponentiel et autres là, bon, il avait raison de le dire parce que dans toute crise épidémiologique, il y a toujours les calculs qui se font en fonction de cas reçus chaque jour. Imaginez-vous, depuis qu'on a commencé, le jour où on a eu plus de 10 cas de décès, c'est la dernière fois, n'est-ce pas? On est parti de 50 quelques à 60 quelques directement. Mais c'était une situation deux fois inattendue. Vous voyez ça? Alors, des fois, la nature déjoue ces plans-là. Mais plus, moi, j'insiste, la communication, c'est un élément très important dans une lutte ou dans une crise. C'est un élément très important. Nous avons eu à échanger même avec celui qui est dans le plan de communication de Covid. Moi, je pense que c'est à eux qui a été donné l'attitude de communiquer sur le plan national. Tout ce qui s'est fait devrait se faire en coulisses et que les attitrer à communiquer. Parce qu'ils savent à quoi s'attendre lorsqu'il faut parler aux amis de Tchango. Quel langage utiliser lorsqu'il faut parler aux amis de Kasangulu? Quel langage utiliser lorsqu'il faut parler aux amis de Kolwezi, de Manono, de Kabalo, de Ruchuru? C'est ça. Donc, il fallait que chacun joue son rôle. C'est à cause de ce problème de communication que lorsque quelqu'un décède, on va annoncer qu'il y a une équipe qui va arriver avec de l'argent. Et lorsque l'autorité arrivera,
elle va préciser que cet argent, c'était pour désinfecter et finalement, c'est la riposte, c'est les équipes de la riposte qui, entre-temps, étaient séquestrées. Finalement, les familles vont se faire justice elles-mêmes parce qu'on n'y comprend plus rien. Vous comprenez, la confusion dans la communication fait échouer la lutte. Pourquoi je dis ça? Imaginez-vous si le chargé de communication de cette riposte aurait fait de petites vidéos qui seraient passées sur toutes les chaînes, y compris B1, d'ailleurs disponible. J'aurais proposé même qu'on réquisitionne cette chaîne pour communiquer sur le Covid. Et que cette vidéo parle chaque fois, lorsque votre frère est malade, ne les touchez pas directement. Appelez une équipe, qu'elle vienne faire ceci, faire ceci, faire ceci. Et amplifier cette information. Je ne pense pas qu'il y aurait des séquestrations des agents. Pourquoi? Parce que la modification de l'information fait assez qu'il y ait tout ce qu'il y a de vrai ou de faux. Du genre, non, on paye les cadavres, non, on paie de l'argent pour déclarer. Or, alors que les gens n'ont même pas de sous pour la prise en charge du personnel soignant et tout. Voilà, or ça fait que, il peut se faire que je puisse souffrir de mon cancer. Je peux souffrir de mon diabète. Et que le cours que je fais en allant prendre mon traitement, ou les gens avec qui je vis qui n'ont pas respecté les mesures de distanciation, puissent me contaminer. Là, je ne mourrai plus des complications du diabète. Je peux mourir peut-être de complications du coronavirus. Mais lorsque les résultats arrivent à titre posthume, c'est là qu'il y a un réel problème. C'est ça. Et pourtant, on devrait bien communiquer. Quand on parle communiquer, ce n'est pas à moi de définir cela, Julie. Il y a un émetteur, un récepteur et un feedback à attendre. Donc, surtout que, nous rappelons souvent, il y a un professeur d'ailleurs qui disait, un point de vue, c'est une vue à partir d'un point. Vous êtes à Gombe, vous donnez un point de vue. Et c'est le même point de vue que quelqu'un qui est à Tchangou? Non. Allez au niveau de Tchangou, voyez comment cette personne voit aussi. C'est ainsi que l'équipe des ripostes devrait c'est poumonner, c'est partager, décentraliser les choses afin que la riposte ait du goût. Dans une équipe, il y a toujours le numéro 9 qui marque, il y a toujours le numéro 7. Si chacun peut jouer exactement son rôle, je pense qu'on peut bien juguler. Aujourd'hui, j'apprécie particulièrement le Gabon. Aujourd'hui, le Gabon, permettez que je cite ce pays. Nous suivons de près leur situation. Je ne veux pas citer Madagascar parce que peut-être on va dire non, vous citez raison. Là, ils ont aujourd'hui pas plus de 4 décès sur 300 et quelques. Et tout ça, c'est la communication et l'espoir qui passe dans la communauté. Et l'espoir renforce l'immunité, vous savez ça. C'est un peu ça, cher Julien. Vous parlez du goût dans la riposte, j'aime. Il faut aussi du goût pour un bien-être familial parce que il faut gérer le reste de la Covid, mais il faut aussi gérer surtout l'après. Alors, comment faire cette symbiose pour finir? Il y a eu un avant, il y a eu un pendant, et il y aura un après. Je pense que chacun a appris une leçon de ces temps qu'on lui a imposé à la maison. Il y a un collègue de Lubumbashi, Vital Sunzu, lui, il a fait même un audio, il dit « Le confinement m'a permis de découvrir que les chaises de chez moi étaient déjà trouées. Le confinement m'a appris à comprendre que mes filles dorment à 3 h du matin. Donc, ça lui a permis de découvrir beaucoup de choses. Mais moi, je pense, sur le plan social, chacun a appris beaucoup de choses par rapport à ces confinements, par rapport au Covid. Sur le plan spirituel, chacun a beaucoup appris. Mais je pense sur le plan sanitaire, sur le plan managérial. Je pense qu'il faudrait bien sortir de ce Covid, de ces confinements, avec une mentalité du genre, la propreté ne doit pas être un élément de sensibilisation du gouvernement. La propreté, c'est une vie. C'est une vie qui doit régner dans toutes les familles. Aujourd'hui, je suis très content de voir un collègue receveur qui a son savon et son désinfectant en poche. Ça fait du bien. Si cela restait, ça sera bien. Et puis, l'autre élément du confinement par rapport aux mesures, pourquoi pas garder l'aspect des deuils, l'aspect qui est pris pour les deuils? Pourquoi pas garder? Mais aussi ouvrir les églises, parce que les gens ont besoin de se confier en quelqu'un qu'ils ne voient pas, qu'ils appellent le Seigneur. Et ça renforce leur foi, ça renforce leur immunité. Mais moi, je pense peut-être... Question qui maintiennent la discipline. Oui, moi je pense aussi que l'Église devrait être associée à la lutte. Ça serait aussi une très très bonne chose. Vous savez, les leaders communautaires, les leaders religieux sont parmi les très écoutés. Nous savons qu'il y a des dames qui peuvent priver leur mari de l'argent du carburant, mais aller donner au père spirituel. Il y a des maris qui peuvent priver de l'argent à leurs enfants pour aller donner au père spirituel. Ce qui signifie, à la lutte, impliquer le père spirituel de n'importe quelle congrégation ou paroisse. Ça va être une très 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 bonne chose. Et je pense que de ces confinements, on sort avec une nouvelle vie. Et la vie continue.
Et la vie continue. Merci beaucoup, docteur. Mesdames, messieurs, on marque un stop ici à ce stop Covid-19. La vie continue. Prenez soin de vous. À très vite.